Bonjour, merci pour l'invitation. Je m'appelle Lydia Guénaoui, je suis étudiante en sciences de l'éducation ici à l'UQAM. Je suis sous la direction de Gina Tézé, qui est ici avec nous aujourd'hui. Et donc, je vous présente aujourd'hui les résultats préliminaires. Je vais vraiment focaliser sur la présentation des résultats aujourd'hui. Le titre de ma présentation est « Éducation en nature et rapport d'altérité, une étude de cas critique portant sur les sommets de la montagne et ses activités pour les usagers adultes du Mont-Royal à Montréal ». C'est précis. Donc, c'est assez classique. Je vous présente vraiment un survol de la problématique, le cadre théorique et méthodologique. Si vous avez des questions, on pourra aller plus en détail dans la période de questions. Je vais vous présenter mes intentions de recherche et laisser le plus de place possible aux résultats préliminaires. Et en fait, on a la chance d'avoir donc Éric Richard qui est ici dans le fond, qui a participé à l'étude. La semaine passée, pour vous mettre en contexte, j'ai présenté les résultats aux participants qui sont des amis de la montagne. Alors, on a eu une belle... des beaux échanges. Donc, si tu es encore là et que tu as envie de faire quelques commentaires en écho à mes résultats, ben, t'es bienvenue. Donc, la problématique, tout ça a émergé de constats que j'avais fait moi-même dans ma pratique en éducation relative à l'environnement, dans les mouvements environnementaux. Je trouvais que c'était très homogène, c'était très blanc, moi-même. Donc, et pas seulement au niveau racial ou ethnique, mais aussi on était tous issus d'une certaine classe sociale, un peu les mêmes horizons. Moi, j'ai mes origines variées aussi, mais je me suis intéressée à ça, puis je me suis dit, bien, qui participe, pourquoi est-ce qu'on participe, est-ce qu'on participe différemment aussi. Moi, mon historique environnemental était différent de ce que je voyais chez d'autres militants. Donc, j'ai commencé à me questionner comme ça. Et aussi, j'ai fait un virage vers l'éducation aussi. Donc, si on regarde juste l'histoire coloniale du Québec ou l'histoire générale du Québec, il y a des éléments qui sont moins connus, qu'on connaît moins, qu'on mentionne moins. Donc, par exemple, tout ce qui concerne la création, justement, des parcs nationaux. Qu'est-ce qu'un parc national? C'est quoi son historique? Quelle était la relation avec les Autochtones au moment de la création de ces parcs nationaux? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas très connu ou discuté ou intégré chez les environnementalistes et chez les organismes environnementaux. Et d'ailleurs, même maintenant, chez les luttes environnementales se font assez séparément entre autochtones et autres groupes environnementaux. Les cosmovisions sont différentes, donc il y a toute une origine à aller chercher. Et également, je mentionne juste rapidement aussi, il y a l'histoire des Noirs au Québec qui sont ici au moins depuis les années 1600. On a toute une histoire d'asservissement et d'esclavagisme ici avec les Autochtones et les Noirs. Mais ça, c'est juste quelques exemples. Il y a beaucoup d'autres choses. Donc, c'est juste de prendre conscience que notre histoire au Québec est beaucoup plus large que ce qu'on connaît. Et il y a sûrement des liens avec notre rapport au territoire, avec notre environnement et notre bagage environnemental et comment est-ce qu'on vit notre rapport à l'environnement après ça. Et par exemple, donc j'ai commencé à m'intéresser aussi aux enjeux, au concept de justice environnementale. Donc, il y a des injustices sociales et des injustices socio-environnementales aussi. C'est un exemple qui est plus proche de chez nous, qui est à Halifax. Il y a un projet de loi qui finalement n'est pas passé, qui a été proposé en 2015, mais ça a eu le mérite de faire vraiment parler et discuter sur les enjeux de racisme environnemental qui ont été documentés un peu partout dans le monde. Donc ça, c'est un exemple. Maintenant, au Québec, depuis 30-40 ans, puis c'est encore vraiment d'actualité. On a beaucoup de discussions et de réflexions sur le vivre ensemble. Il y a des politiques, des recherches qui sont faites sur la gestion de la diversité. Il y a une commission qui se prépare présentement sur le racisme systémique. Donc ça bouge. Il y a des réflexions qui se font autour de ça, mais le lien avec l'environnement, lui, quel est-il?
Donc, est-ce que vous reconnaissez cette photo satellite? Oui. On est à... Par Mont-Royal. Oui, c'est ça. Donc, on est à Montréal. La rue qui est au centre, c'est le boulevard de l'Acadie. Puis de ce côté, c'est Ville-Mont-Royal et de l'autre, c'est Parc Extension. Puis c'est séparé par une clôture également du côté de Ville-Mont-Royal. Donc, c'est juste pour montrer que là, on voit clairement que la canopée, donc il y a beaucoup plus d'espace vert d'un côté que de l'autre. Donc, il y a des recherches, c'est des recherches plutôt préliminaires qui sont faites donc sur ces enjeux, donc sur la santé environnementale, il y a des recherches en psychologie aussi qui de plus en plus sont faites, donc sur toutes ces dimensions de possibles injustices environnementales. Donc là, c'est socio-économique également. Donc, voilà. Donc voilà, ça c'est juste quelques chiffres juste pour montrer différentes sphères de la vie, disons, où des personnes racisées peuvent être discriminées. Et là, je parle de cette catégorie de population, mais c'est pour le mémoire, c'est pas pour invisibiliser d'autres enjeux, d'autres injustices, mais c'est le cadre de ce mémoire-là. Donc c'est à ça que je m'intéressais. Alors, en voyant tout ça, avec les groupes environnementaux, avec nous comme étant impliqués là-dedans, est-ce que ça contribue au fait que peut-être que la représentation au sein des groupes environnementaux est plus limitée? Donc, représentation en termes de parité homme-femme, c'est assez... donc, on peut dire que c'est assez mélangé. On est plus dans le milieu du communautaire, alors il y a aussi plus de femmes dans ces milieux-là. Par contre, on va voir qu'il y a beaucoup moins de personnes issues de communautés ethnoculturelles qui travaillent ou qui participent aux activités de groupes environnementaux. Donc, je me suis intéressée à cette question-là, et notamment en ce qui concerne l'éducation en nature, parce qu'on est plongé dans la nature, on est plongé dans la signification du territoire et de notre environnement. Donc, j'ai voulu m'intéresser à ça, et je trouvais que les Amis de la montagne, c'était un cas parfait, parce qu'on est en ville, à Montréal, c'est cosmopolite, et la montagne est magnifique, c'est un vrai espace naturel en plein milieu de la ville qui est fréquenté par à peu près tout le monde, de tous les horizons, autant par des touristes que des citoyens. Donc, je me disais, il y a quelque chose à aller voir là-bas. Donc, très rapidement, mon cadre théorique, très rapidement. Donc, je me suis intéressée au concept d'éducation relative à l'environnement, et plus précisément peut-être éducation à la nature. Et aussi, je le fais dans le cadre des sciences de l'éducation. Alors, j'ai voulu vraiment m'ancrer dans ce champ-là. Alors, je me suis plus intéressée aux perspectives de pédagogie critique et d'éducation à la justice environnementale. Et ce qu'on va utiliser pour la présentation des résultats, c'est que je me suis intéressée à un schéma, un concept qui, à la base, est extrêmement simple, mais avec lequel on peut faire plein de choses. Alors, je suis allée très concrète. Alors, je vais aller vite pour ceux qui ne sont peut-être pas en éducation ici. C'est le schéma, c'est le concept de la situation pédagogique qui peut être utilisé pour analyser une activité, donc pour aller y comprendre ou y développer une dimension qui est éducative. Tout échange n'est pas nécessairement d'éducation, mais donc là, on peut voir, il y a l'agent qui peut, dans le cas d'une activité en nature, serait un éducateur ou une éducatrice, un animateur. Le sujet ou les sujets, c'est les participants à cette activité-là. L'objet, c'est l'objet de l'apprentissage, c'est le contenu qui vise à être enseigné ou appris. Et dans ces trois composantes-là, il y a des relations qui se forment entre les trois, et toutes ces dynamiques-là ont lieu à l'intérieur d'un milieu. Ce schéma-là est beaucoup utilisé en éducation formelle, donc dans les salles de classe, dans le système scolaire, et on pourrait dire que le milieu est la salle de classe. Donc, il y a moins d'attention qui est portée aux relations entre chaque participant à la situation et
et le milieu, mais on comprendra qu'en éducation en nature, le milieu est central et donc ça fera beaucoup partie des résultats. Alors, je me suis intéressée un peu aux Amis de la montagne, à leurs activités et en plaquant un peu, je me suis dit, ben, je vais faire cet exercice-là, j'allais faire des observations d'activités pédagogiques et j'ai essayé de voir avec cette grille, voir qu'est-ce qui en ressort. Donc j'ai voulu me donner cette espèce de cadre simple et pour après me permettre d'en sortir. Donc, alors, le cas que j'ai pris, c'est donc les Amis de la montagne, mais c'est les services éducatifs qui sont chez les Amis de la montagne parce qu'ils ont plusieurs départements ou services ou divisions. Et à l'intérieur même des services éducatifs, comme vous l'avez vu avec Lila, il y a des activités pour les enfants. Je me suis intéressée à quelques activités qui visent les adultes. Donc, je me suis intéressée aux dynamiques entre adultes. Et donc, c'était surtout des activités de randonnée en raquettes nocturnes. Donc, c'est des randonnées et c'était pour le grand public, donc n'importe qui peut s'y inscrire. Et également des activités qui ont été organisées dans le cadre d'un projet qui s'appelle Famille en nature, 4 saisons de plaisir, où les Amis de la montagne se sont associés avec un organisme communautaire de Côte-des-Neiges qui s'appelle Promis et qui, eux, sont en lien avec des personnes nouvelles arrivantes et ils ont organisé des activités sur la montagne, une par saison. Et là, c'était avec des familles. Donc, j'ai fait des observations. Donc, je suis allée à des activités. J'ai fait des observations. J'ai fait ensuite des entretiens semi-dirigés avec les éducateurs ou les éducatrices qui ont participé à ces activités-là, ainsi qu'avec des participants aux activités, donc des usagers de la montagne. Donc, les intentions de recherche, je vais aller vite pour ça ici. C'est un peu ce que je vous ai dit. Donc, ma recherche de type qualitative, exploratoire, inductive, critique. J'ai utilisé un peu des concepts du bricolage pour mettre ça ensemble, donc de Kincello. Alors, j'ai fait une présentation du projet à l'équipe, 6 observations de terrain, 9 entretiens semi-dirigés et la présentation des résultats préliminaires la semaine dernière. Donc, j'ai également fait de l'analyse de documents. C'était des documents surtout officiels des Amis de la montagne. C'était pour comprendre le fonctionnement, la mission, les valeurs de l'organisme, pour comprendre comment que tout ça s'insère à l'intérieur de l'organisme. Il y avait les observations dont je vous ai parlé, des cours et questionnaires, et c'était surtout pour des raisons pour prendre des informations sociodémographiques que je pouvais mettre en lien avec mes autres données. Et le gros était vraiment les entretiens semi-dirigés où je suis allée vraiment plus en profondeur. Et donc, j'ai pu trianguler ces différents types de données. Et dans mon observation participante, je prenais des notes, j'avais mon journal de bord aussi, alors que j'ai intégré tout ça. Et je vous présente quelques limites maintenant pour cadrer un peu la présentation des résultats. Donc, comme on voit, c'est un échantillon très petit. Les résultats ne peuvent être généralisés. Il n'y a pas beaucoup d'études qui sont faites sur ces enjeux et sur ces sujets-là, surtout dans la littérature scientifique francophone et québécoise. Mais dans le contexte québécois, que ce soit en anglais ou en français, il y a très peu de données. Mon temps d'observation était très limité aussi. Donc, c'est vraiment un caractère exploratoire à cette recherche. Et il y a beaucoup de questions, finalement, qui émergent de cet exercice que j'ai fait. Et donc, on peut voir, on peut y aller. Alors, là, on va passer à travers chaque composante de la situation pédagogique. Et là-dessus, il y a ce que... Et j'ai pas tout mis, parce qu'il y a beaucoup de choses, et je les ai mis un peu en notes, donc dans le mémoire, c'est plus fluide. Alors, pour les objets d'apprentissage, je les ai mis très généraux, donc chaque activité va avoir
des thèmes beaucoup plus spécifiques, mais ce dont il est question, c'est surtout du patrimoine historique et naturel du Mont-Royal, du fonctionnement des écosystèmes du Mont-Royal, de la conservation, de la découverte. Ce que j'ai mis en rouge, c'était quelques éléments que les employés m'ont nommés la semaine dernière et que j'avais notés également dans nos entretiens. Il y a le développement d'une dimension affective envers le Mont-Royal et d'un sentiment d'appartenance envers le Mont-Royal. Donc, moi, je les avais mis un peu avec la découverte, mais c'était vraiment quelque chose de distinct dont il donnait de l'importance. Les milieux, il y en a plusieurs. Donc, il y a les appellations attribuées à certaines aires du Mont-Royal. On a le parc patrimonial, on a le parc du Mont-Royal. Il y a beaucoup de divisions différentes. Il y a les 3 sommets, donc la montagne physique, ça c'est le milieu. Il y a les installations et les institutions. Il y a un cimetière, il y a la police montée. Il y a les arrondissements qui sont tout autour et qui montent un peu sur la montagne. Il y a la ville de Montréal-L'Île, donc l'île en tant que telle. Il y a le climat, il y a les gens, il y a tout ce qui influence, qui peut influencer le milieu dans lequel auront lieu les activités. Et il y a la ville en tant que telle, avec un grand V et ses institutions. Donc, il y a le bureau du Mont-Royal, il y a les voiries, il y a tout ça qui va jouer. Les agents, donc les éducateurs, j'ai tout mis ça en guillemets parce qu'on parle de personnes et de nature et d'environnement, donc c'est des agents, mais c'est des personnes. Donc, les agents, les éducateurs que j'ai interviewés, dans le questionnaire, il y en a une qui s'est auto-identifiée comme étant d'une minorité linguistique. Ils se disent urbains. Et donc, ça, c'est soit qu'il y a eu qu'ils ont eu ils ont grandi en milieu urbain, ils ont un intérêt fort pour la nature, bien sûr, et puis ils habitent en ville aussi. Ce que j'ai remarqué beaucoup aussi, c'est les relations entre éducateurs. Il y a un soutien énorme entre les pairs, l'autonomie est valorisée, donc dans la hiérarchie, ceux qui ont plus d'autorité vont promouvoir l'autonomie, vont faire confiance. Et il y a une valorisation des connaissances de chacun. On dirait que tout le monde a un peu son expertise sur le Mont-Royal et ça, c'est très valorisé aussi. Et donc chacun va aller comme apprendre des autres et c'est encouragé. On voit une certaine passion, une camaraderie, voilà. Les sujets, donc les usagers que j'ai interviewés, qui ont participé aux activités, 2 s'identifier comme issus d'une minorité raciale et 1 de minorité linguistique. Les 3 sont urbains. Il y a 2 immigrants récents et une québécoise d'origine, vraiment qui est née ici. Et ça, c'est dans les observations, puis je l'avais mentionné avant, on a vraiment des gens de toutes les catégories de la société qui fréquentent le Mont-Royal. Alors là aussi, avec une recherche qualitative, aller faire un portrait. Parfait. Merci de me l'avoir dit, pas à une minute, mais OK. Donc, alors là, les relations entre les éducateurs et le milieu, on remarque vraiment un rapport de curiosité, qu'on pourrait dire. Ils ont mentionné énormément ce mot-là, ils sont curieux, et donc il se crée une espèce de boucle de rétroaction où ils sont curieux de quelque chose, ils sont curieux d'un phénomène naturel. Une fois qu'ils comprennent, ça développe une passion parce qu'ils ont compris ce qui se passe, la magie qui est en train de se passer devant eux. Fait que ça stimule encore plus la curiosité. Alors, ils en ont encore plus et cette soif de connaissance et d'en savoir plus va finalement développer leurs compétences pédagogiques pour transmettre l'information. Il y a un émerveillement qui se dégage de tout ça, puis qui se crée. J'ai indiqué un dialogue holistique avec le milieu. Holistique dans un sens qui touche à plusieurs sphères de compréhension. Donc, scientifique,
émotif. Il y a une participante qui a mentionné clairement que la montagne a été un soutien lors de son parcours migratoire. Sensoriel, il y a une participante qui a mentionné également le concept de biophilie, vraiment qu'elle avait un dialogue, un très fort lien. On observe, et ils sont en observation constante du rôle du milieu dans la situation pédagogique et vont toujours être capables de s'adapter avec le milieu changeant. Et tu l'as mentionné aussi, là, que ça fait vraiment partie de... Donc, les sujets, les milieux et les objets, je les ai mis ensemble et je vais vous dire pourquoi après. Donc, encore là, et comme tout le monde, les rapports à la nature sont uniques. Une participante faisait vraiment un lien avec le travail. Elle avait un historique où elle avait passé beaucoup de temps sur les terres de ses grands-parents. Donc, l'environnement était quelque chose de rude, de dur. Il y a aussi une question de contrôle. Donc, pour une participante, pour elle, faire des activités en plein air, elle en faisait plein, mais c'était vraiment d'aller d'un point A à un point B, de faire une activité. Donc, l'émerveillement ne ressortait pas. Et quand je leur en parlais, c'était autre chose, mais vraiment de l'émerveillement, l'idée de se laisser aller. Ça pouvait venir, ça venait, mais c'était pas... ce lien-là n'était pas encore très, très fort. Mais un intérêt de découverte, de dialogue, et le dialogue est quand même là. Donc, il y a cette découverte, il y a des réactions qui sont émotives, sensorielles aussi. Et il y a une distinction floue entre l'objet et le milieu, parce que pour les éducateurs, habituellement, ils vont avoir un objectif de l'information qui doit être transmise, ou ils ont même, pour une activité, l'idée de ne rien apprendre et de juste faire une découverte. Donc, il y a comme une conscience de ça, tandis que pour un participant à une activité, un phénomène qui n'était pas pris en considération à l'origine va finalement devenir un apprentissage. Alors, l'objet peut devenir le milieu et tout ça peut bouger. Donc voilà, alors les relations didactiques, je ne passerai pas beaucoup de temps, c'est assez classique dans les stratégies. Et les relations d'enseignement, donc je vais parler du dernier point et du deuxième. Donc comme je mentionnais, les éducateurs vont beaucoup faciliter la relation que les participants vont avoir avec la nature, avec le milieu. Donc, ils sont très bons là-dedans, ils sont très observateurs et ils ont une capacité d'adaptation très forte. Ils ont également mentionné un effort pour, puis de ce que j'ai pu voir dans les diverses stratégies, des efforts pour rejoindre des usagers qui sont issus de diverses communautés par des méthodes à la fois pédagogiques et de gestion. Donc, j'ai remarqué qu'il y a eu une certaine expérimentation comme juste à réfléchir à la question. Combien de temps il me reste? Il te reste 6 minutes. Merci. Donc, alors, avec toutes ces... Donc, si on reste dans ce schéma et on regarde les relations qui ont été observées, on voit que toutes les composantes et toutes les relations entre ces composantes sont fortement sollicitées, sauf finalement, et ça c'est ce qui est vu dans beaucoup de recherches sur l'éducation en nature, c'est le sujet lui-même. Donc, il y aura une relation entre les éducateurs et les participants. Il y a même un effort de vouloir comprendre qui est le participant. Ils vont les catégoriser. On a les enfants, on a les trentenaires, on a les groupes scolaires, on a le grand public, on a même une activité pour les nouveaux arrivants, tout ça. Donc, il y a vraiment un effort d'essayer de comprendre. Et en même temps, il y aura plus un effort de faciliter la relation entre le milieu et le sujet, mais d'aller connaître l'histoire, d'aller voir qui est le sujet, des informations que j'avais et des différentes activités qui sont faites. Il y a
cette dimension-là est peu mise de l'avant. Et ça, comme je disais, c'est quelque chose qui est très fréquent en éducation en nature. Souvent, simplement par le fait même des objectifs pédagogiques qui souvent sont de transmettre une information sur un milieu, sur un patrimoine naturel ou historique. Alors on a comme une information à transmettre. Et par exemple, en pédagogie critique, et si on regarde ça avec une lentille critique où l'éducation est centrée sur la personne, sur l'apprenant, et en pédagogie critique, il y a beaucoup de littérature sur l'apprenant qui est adulte et qui a son propre bagage. Donc ça, c'est comme si on passait un peu à côté peut-être. Alors, rapidement. Quelques éléments d'interprétation, vite. Donc, on voit que le milieu, il va agir comme co-agent même. Il y aurait peut-être une réflexion aussi, que je me demandais, une réflexion à faire sur ce que constitue le patrimoine naturel et historique du Mont-Royal, donc comme objet d'apprentissage. Donc, le patrimoine historique, si on regarde ça dans une perspective critique décoloniale, c'est l'histoire de qui? Est-ce que c'est l'histoire des Autochtones qui habitaient là avant? Et je pense qu'il y avait des réflexions qui ont été faites également au sein des amis à ce niveau-là, mais encore là, peut-être aussi au niveau des contraintes. Donc, il doit y avoir plusieurs contraintes aussi à considérer. Et également, les participantes mentionnaient, les participantes usagées du Mont-Royal mentionnaient un très vif intérêt pour la nature en ville, parce que c'est là qu'elles se sentaient confortables, c'est là où elles se sentaient bien, et elles ont un intérêt pour la nature également. Voilà, donc ça c'est également à considérer. Aussi, chez les éducateurs, on voit cette dynamique d'entraide et de solidarité. C'est un peu comme si inconsciemment le groupe, ou peut-être qu'il est assez consciemment, mais ça ressemble vraiment à ce que pourrait être une communauté de pratique. Il y a des communautés de pratique en éducation en nature un peu partout. Mais c'était très intéressant. On a eu une réflexion de groupe aussi lors de la présentation des résultats sur la diversité des représentations au sein de l'équipe et sur la culture de science un peu qui peut s'y retrouver. Donc, qui est très intéressante, qui est nécessaire pour ce type d'éducation. Mais il y a eu des discussions, des débats intéressants avec une éducatrice qui n'était pas issue des sciences et qui mentionnait plein d'autres façons d'aborder la nature. Donc voilà, alors là c'est beaucoup d'autres choses aussi, mais peut-être que je peux faire une minute encore. OK. Ah oui, donc il y a un questionnement qui était fait face à la catégorisation ou non des personnes racisées ou immigrantes. Donc j'avais remarqué un certain, et je pense que ça a été mentionné dans la question qu'on a posée à la présentation aussi de Lila, c'est le fait que, oui, donc cette composante raciale ou ethnoculturelle, comment est-ce qu'on l'intègre? Est-ce qu'on doit faire des activités qui sont que pour des personnes qu'on va dire qui sont issues de communautés ethnoculturelles ou qui sont nouvellement immigrants, ou est-ce qu'on veut justement inclure tout le monde, donc dans un effort d'inclusion, est-ce qu'on va se dire, ben, on fait juste ouvrir ça à tout le monde et tout le monde devrait venir, devrait participer à nos activités. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est beaucoup de questionnements, un intérêt à vouloir en savoir plus, mais vraiment être encore dans le questionnement et dans l'essai. Il y a beaucoup d'essais d'un pôle à l'autre qui ont été faits. Et voilà. Donc là, ça c'est bon.